La légende du château de Horst. Écrit par Valérie Lefebvre. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Je vous emmène en Belgique, au château de Rode-Saint-Pierre, appelé aussi château de Horst dans le Brabant flamand. Ce château est l'un des plus beaux châteaux médiévaux de notre petit pays. Même si ce dernier brûla en 1489, lors de la guerre entre l'empereur Maximilien d'Autriche et les citoyens de Louvain, il conserva ses larges douves et son donjon. Ce même donjon qui chaque année effraie les villageois du coin. Mais pourquoi ? Ah, mais vous allez le savoir. Nous sommes en 1454. Le propriétaire du château de Horst est un vieux baron de 35 ans. Vous me direz, 35 ans c'est jeune. Pas en ce temps-là, miséricorde. Le baron de Horst, ce vieux jeune homme, avait le goût du voyage. C'est en écoutant le récit d'un invité au château du duc d'Arscott qui dépeignait les fabuleuses fresques du peintre Giotto dans l'église de Santa Chiara et la chapelle palatine du Castel Nuovo, dans le sud de l'Italie, que le baron, curieux, entreprit un voyage à Naples. Il voulait voir ces fresques de plus près. C'est ainsi qu'il découvrit la région du Vésuve et tomba sous le charme de Naples et de sa baie. Là, il échangea avec des hommes d'affaires italiens qui lui proposèrent vin, tissus soyeux, épices et sel venus d'Orient. Il découvrit les pâtes sèches de Sicile, les plantes aromatiques du pays et les fruits du soleil. Le baron s'y rendait plusieurs fois par an pour ses échanges commerciaux. Incognito, il s'adonnait au plaisir charnel dans les nombreux lupanards de la ville, avant de se détendre dans la baie sous la chaleur écrasante du soleil de Sorrente qui s'est penché dans la mer dominée par le volcan. C'est dans ce petit coin de paradis qu'il rencontra Lucia, une jouvencelle d'une beauté inégalée. Elle n'avait ni dot, ni noblesse, mais peu importait au baron. Il en était tombé fou amoureux. Pour Lucia, c'était une opportunité en or. Elle épousa le baron, qui possédait un château et des gens. Elle mit de côté l'amour et la beauté sans se poser trop de questions. Ce chevalier sans armure allait l'emmener vers son donjon. Mais le voyage fut long, très long. Une fois arrivée à destination, Lucia lâcha un juron. Madre mia! Elle pleurait devant son nouveau foyer, tout à l'image de son époux. Vieux chevalier tout dépareillé dans son costume de laine. « Ramenez-moi sans répit !» Il vous faut une bonne pitance pour vous remettre du voyage. Et après une bonne nuitée, vous verrez. Vous apprécierez mon castel et sa couche. La rassurait-il. Mais après une nuitée au château de Horst, rien ne fit taire sa mélancolie. La baronne, qui avait emporté ses robes de lin fluides et agréables, dut se résoudre à enfiler bas et cotte en tissu de laine. Rien que l'odeur de la fibre lui donnait des hauts le cœur, et la sensation rêche du tissu irritait sa peau fine, même si elle la protégeait des courants d'air de sa demeure austère. Jamais elle n'avait eu aussi froid qu'entre ces murs recouverts de tapisseries de chasse et de mobilier grossièrement taillé. Elle buvait, du soir au matin, du Lacryma Christi, un vin que le baron affectionnait pour sa couleur rubis profond, sa saveur corsée et terreuse, et ses notes de baies sauvages et de minéraux. Ah, que ce breuvage la rendait euphorique et lui réchauffait les tripes. « Mais qu'ai-je fait ?» se lamentait-elle de ce mariage d'intérêt, qui n'en possédait plus les attraits depuis qu'elle avait mis ses pieds d'étrangère dans ce château sévère aux gens peu causants. Eh oui,
L'argent ne fait pas toujours le bonheur. Heureusement, le chapelain du château, un jeune moine de l'abbaye de Vlierbeek, parlait sa langue. Il faut vous reprendre, madame. Vous avez le mal du pays et je vous comprends. Mais sachez que si vous avez croisé le chemin du baron, c'est parce que Dieu a des projets pour vous sur ces terres. C'est ici que vous accomplirez sa volonté. Mais avant, il faut vous ouvrir à lui. Vous trouverez le chemin dans la prière et accomplirez ainsi votre destin, mon enfant. Ayez foi en notre Seigneur. C'est ainsi que la baronne reprit ses esprits et se résolut à son sort. Elle décida de vivre en recluse dans son château fortifié. Elle se consacra à la prière et trouva un nouveau sens à sa vie. « Je veux m'occuper des miséreux, monseigneur », Ah, quelle excellente idée! se réjouit le baron en la voyant s'enthousiasmer. Cela faisait si longtemps qu'il ne l'avait plus vue rayonner, Et je l'accompagnerai, monseigneur. ajouta le jeune moine. Ce qui hérissa le baron. Une réelle amitié, mêlée d'une grande connivence, s'était nouée entre son épouse et le chapelain. Depuis lors, la jeune baronne était appréciée de tous. On la disait remarquable, d'une beauté rare, d'une simplicité sans pareille et d'une grande empathie. Le baron ne voyageait plus, trop obsédé par son épouse. Il ne supportait pas de la savoir hors du château en compagnie du religieux, bien qu'il sût ce dernier digne de confiance. Mais le démon de la jalousie lui insufflait de sombres pensées. Il sent bon la jeunesse. Il est grand, beau, intelligent. Alors que toi, tu es tout branlant. Tu puires du bec et tu pètes et tu rotes à longueur de journée. Regarde comme elle rit avec lui, alors qu'avec toi, elle pince les lèvres, détourne le regard. Et quand vous forniquez, elle ferme les yeux et attend que ça passe. Je suis sûr qu'elle pense à lui quand vous copulez. Mais bien sûr! Se disait le baron. Tu ne trouves pas ça étrange qu'elle sorte uniquement les jours où tu chasses et qu'elle va dans les buissonnades? C'est vrai ça! C'est là qu'il la trousse, à l'abri des regards. J'y mets ma main au feu. Lui disait la voix dans sa tête. Tu passeras pour un gueux si ta géniture avait la même tête que le moine. Un jour, rempli de rage, il partit dans le petit bois, l'arme à la main, mais ne trouva ni son épouse ni le chapelain. À la place, il tomba nez à nez avec un jeune villageois pris sur le fait en train de poser un collet sur ses terres. « Saligo, tu vas le payer cher! » jura le baron. À cette époque, il n'y avait pas de procès, et le seigneur pouvait condamner à mort qui bon lui semblait. Dévoré par la colère, il condamna le jeune braconnier à la potence. La fiancée du condamné vint implorer la grâce de la baronne, qui à son tour supplia son mari. « Monseigneur, ayez pitié de ce pauvre garçon. Il ne pensait pas à mal, et encore moins à vous voler votre gibier. Le jeune fermier voulait offrir un présent à sa dulcinée, de la fourrure de lapin pour réchauffer ses mains. Oh, je vous en prie, mon mari, ne le condamnez pas, faites-le pour moi. » Le baron céda après de nombreuses supplications. Quelques semaines plus tard, alors qu'il traversait le village en carrosse avec sa suite pour se rendre à Arscott, il fut témoin du mariage du jeune braconnier. La mariée, pour remercier la baronne, lui jeta un bouquet de genêts. Émue, cette dernière esquissa un geste de remerciement. Mais son trouble n'échappa pas au baron, qui ne comprenait pas la raison de son émoi. Il ignorait que le jeune époux n'était autre que le braconnier qui l'avait condamné à mort avant de lui accorder sa grâce sur l'insistance de son épouse. Par
crainte qu'un mot du chapelain ne ravive la colère de son mari et ne vienne gâcher la fête, la baronne lui fit discrètement signe de se taire en portant un doigt à ses lèvres. Ce geste, pourtant anodin, fut la goutte de trop pour le baron. Ses soupçons, jusqu'ici tapis dans l'ombre de son esprit, explosèrent en certitude. Fou de jalousie et aveuglé par la rage, il se jeta sur le prêtre. La jeune épouse voulut intervenir, mais son mari la repoussa si violemment qu'elle se brisa la nuque contre la poignée du carrosse. Pris d'une fureur incontrôlable, le baron tira sur son poignard et, après avoir proféré des imprécations, assassina le malheureux religieux. Quand il reprit ses esprits, il trouva sa femme inconsciente à ses pieds et le missel tout ensanglanté, baignant dans le sang frais du chapelain égorgé. Rongé par le remords, il mourut quelques années plus tard sans descendance. C'est ainsi que finit la race des premiers seigneurs de Rhodes-Saint-Pierre. Depuis lors, le château est hanté. On raconte qu'à minuit, un grand carrosse noir tiré par 6 chevaux traverse l'allée de Tilleuls et se dirige vers la tour carrée. Une lumière mystérieuse luit à travers les meurtrières, puis quelques heures plus tard, le carrosse réapparaît, passe sur le pont-levis et se dirige vers les ruines où il disparaît. On dit aussi du missel conservé à Bruxelles qu'il reste toujours ouvert à la même page, celle que lisait le chapelain au moment de sa mort. Peu importe combien de fois on le ferme ou on le déplace, on le retrouve le lendemain ouvert exactement au même endroit. Comme c'est étrange, ne trouvez-vous pas ? L'âme du Seigneur ne trouve-t-elle pas la paix pour avoir tué son chapelain et sa bien-aimée ? Ou bien, y avait-il anguille sous roche entre ces deux-là ? Dieu seul le sait.